الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend comme toujours vos encouragements habituels, surtout en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Mais surtout en vous y abonnant en masse et plus nombreux encore pour être informés dans les plus brefs délais et en primeur. Un tout grand merci de nous recevoir une nouvelle fois chez vous et parmi vous. Cette 113e vidéo vient vers vous aujourd'hui pour vous proposer ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la discussion habituelle désormais entre nous et à chacune de nos entrevues. Le CQFD de votre bled Mararibia vient vers vous et vous revient cette fois-ci une nouvelle fois en évoquant cette pauvre Algérie, le pays qui a été mis mais vraiment à genoux par ces parvenus de petits caporaux qui ne veulent pas rentrer chez eux pour prendre leur retraite. Le pays est désormais sans dessus-dessous, qui se met à activer ses relais un peu partout pour mendier, oui, pour mendier, de quoi soigner tout simplement la population en cette période catastrophique du Covid-19. Mais alors, où sont passés les 44 milliards, oui, vous avez bien entendu, 44 milliards de dollars dont se targuait justement ce pseudo-président de cette Algérie-là. Et il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une vraie honte pour cette vieille Camarilla qui dirige cette Algérie d'aujourd'hui, qui se dit, qui se prononce une Algérie nouvelle, où l'on meurt, où décidément on l'en meurt, oui, on meurt sans compter. Aujourd'hui, eh bien, du Covid-19, il n'y a pas d'oxygène, tout simplement. Et comment en est-on arrivé jusqu'à ce désastre? Au lieu de tendre la main aux voisins, alors qu'au contraire, elles ne cessent d'en subir que des camouflés à chaque fois et face au monde entier. Mais quelle risée! Et c'est pourquoi la présente séquence d'aujourd'hui qui vous est proposée aujourd'hui, si vous le voulez bien, une séquence qui va remonter un tout petit peu en arrière dans l'histoire de ce territoire, en compagnie d'un spécialiste en histoire justement, pour nous en résumer quelque peu les coulisses de ce drôle de destin quand même, de cette Algérie. Mais auparavant, reprenons ce que dit un certain Majd al-Atwabi, qui nous dit que le monde est désormais témoin et la communauté internationale, c'est précisément où se trouve la sagesse et où se trouve la hardiesse, où réside le bien et où réside le mal. La main franche et amicale tendue par le roi Mohamed VI au nom de l'ensemble du peuple marocain à leurs voisins d'à côté n'aura finalement pas eu l'effet escompté.
celui d'apaiser les rancœurs et de fixer le cap vers un avenir mutuellement profitable à ces deux pays jumeaux, entre guillemets, que tout devrait en principe rassembler plutôt que dissembler. Certes, oui, l'intention du Maroc est bonne et découle des valeurs pacifistes, avec des relations de bon voisinage auxquelles le royaume, en sa qualité d'État-nation tout de même, s'est toujours astreint en dépit d'un environnement hostile et historiquement belliqueux. Mais dans ce cas d'espèce, il s'agit aussi d'une vision pragmatique des choses qui fait ressortir l'utilité d'une véritable intégration régionale comme préalable indispensable à toute volonté de développement rapide et surtout pérenne. En attendant, le geste de bonne volonté, le roi du Maroc n'a encore suscité aucune réponse ou réaction officielle du côté algérien, ou plutôt du côté de ce vieux régime, de cette junte militaire. Au lieu de cela, ces généraux ou ces vieux caporaux qui semblent préférer les gifles aux mains tendues, a décidé de lâcher ces cerbères de la presse. Bien évidemment, une presse aux ordres pour dénigrer ce voisin marocain, sans peuple et sans roi, dans une fuite en avant, folle et furieuse, qui démontre à quel point cette junte militaire, même, oui, cette junte militaire même, est aux abois. Et l'histoire, oui, l'histoire retiendra cependant que le royaume du Maroc a tout fait pour éviter l'escalade préjudiciable à l'ensemble de la région, mais qu'en face, une bande de, disons-le clairement, lâchant le mot, une bande de mafieux tout simplement, de petits voyous qui a tout à perdre en situation de paix et tout à gagner en situation de conflit, a décidé d'hypothéquer tout simplement le présent et le futur de ce Maghreb, pour ne pas dire toute l'Afrique du Nord, pour de futiles intérêts personnels. Oui, vous avez bien entendu, pour de futiles intérêts personnels. Mais alors, comment en est-on arrivé jusqu'à un tel désastre régional? Et pour y répondre, remontons quelque peu dans le temps, si vous le voulez bien, pour en trouver un début d'explication ou un début de réponse, en accompagnant l'historien Bernard Lugan, qui nous conte cette Algérie quand elle était, par le passé, une colonie turque. Il n'y eut jamais de rupture entre Alger et le centre de l'Empire ottoman. Oui, à la fin du XVIIe siècle, les responsables turcs d'Alger voulurent gagner une plus grande autonomie, mais en 1661, oui, en 1661, ils renoncèrent car ils avaient besoin de la protection de l'Empire contre les menaces marocaines. Vous avez bien entendu, les menaces marocaines. Et oui, toujours et encore ces Marocains, décidément. L'histoire officielle algérienne soutient que la seule colonisation subie par l'Algérie
fut la seule colonisation française. Et de la période turque est, quant à elle, présentée comme celle de l'émergence de la conscience nationale algérienne, le pays étant alors décrit comme quasiment indépendant de l'Empire ottoman. Mais la réalité historique est bien différente de cette affirmation, à la fois idéologique et politique. La régence turque d'Alger, vous avez bien entendu, la régence turque d'Alger ne fut en effet pas une possession oubliée en terre africaine, mais un élément essentiel du dispositif impérial ottoman. À la différence de celle de Tripoli et de Tunis, la régence d'Alger, Wilayet Dzaïr, en arabe El Jazair, Garp en turc, demeura en effet une colonie de la porte, cette fameuse porte ottomane, sous autorité de bey nommé à la tête du beylik ou province, autrement dit, puis de dey placé à la tête de deylik. Durant les 16e et 17e siècles, le beylik, justement à Alger, fut un abcès de fixation, une zone tampon entre l'empire des Habsbourg et celui des Ottomans. Une marche frontière en quelque sorte. Afin de bloquer la poussée ottomane qui, depuis la Méditerranée orientale, se lançait à la conquête du Maghreb, avec pour objectif l'Europe. Les Espagnols occupèrent donc préventivement les principaux ports de la rive sud de la Méditerranée. Et en 1505, le comte Pedro de Navarre prit ainsi Merzel-Kébir. En 1509, ce fut le tour de la ville d'Oran ou du département d'Oran. Puis en 1510, celui de Bougie, Béjaïa actuel. Au même moment, les Ottomans prenaient pied en Méditerranée occidentale, où des renégats, oui, des renégats, vous avez bien entendu, avaient précédé leur arrivée. Et parmi eux, il y avait des Grecs et les frères Barbaros, autrement dit Barberousse, Arouge et Khayr-ed-Din. Et en 1514, l'aîné, ce Arouge, s'installa à Djidjel, dans l'actuelle Algérie, qui n'existait pas à l'époque en tant que telle qu'elle est dessinée aujourd'hui. Et en 1517, Arouge prit Tlemcen également, mais Charles Ier d'Espagne, Charles Quint, ordonna au gouverneur d'Oran, Wahrab, Diego de Cordoba, de conquérir la ville où Arouge fut pris au piège. Après un siège de 20 jours, il réussit une sortie, mais il fut rattrapé et tué près du Rio Salado, la rivière salée. Ce fut son frère Khayr-ed-Din Barbaros que débuta véritablement la colonisation turque de l'actuelle Algérie. Khayr-ed-Din Barbaros, Barberousse donc, prêta hommage au sultan Selim Ier de 1512 à 1520, dont il reçut le titre de Bey Lerbey et qui lui envoya une
force composée de 6000 hommes, dont 2000 janissaires. Il créa le Beylik, ou province ottomane du Maghreb, gouvernée par un Hayler Bey. Le 1er mai 1534, Khayreddin Barbaros fut investi Kapoudan Pacha, c'est-à-dire amiral de la flotte ottomane. En 1544, Hassan Pacha, le fils de Khayreddin Barbaros, devint le nouveau gouverneur turc d'Alger. Puis en 1546, à la mort de son père, il fut nommé à son tour Beylerbey. Et en 1587, le Hayler Beylik du Maghreb fut divisé en 3 provinces, recoupant les actuels États de Libye, de Tunisie et d'Algérie actuelle, qui furent gouvernés par des pachas, nommés pour 3 années par le sultan turc, les pachas triennaux. Il n'y eut jamais de rupture entre Alger et le centre de l'Empire ottoman donc. Voilà ce qui explique largement pourquoi il n'y eut pas d'évolution vers une monarchie nationale comme en Tunisie avec les Husseinites ou comme à Tripoli avec les Karamanlis. La raison, oui, la raison en est simple. Pour qu'une telle évolution se produise, il eût fallu recruter localement des soldats et fonder une dynastie locale, donc d'étendre les liens avec Istanbul. Et les janissaires, donc les gens de seconde base, de seconde zone ou de second niveau, décidèrent au contraire de continuer à recruter leurs milices dans l'Empire et par conséquent de demeurer liés à lui, affirmant leur loyauté au sultan tout en ayant une certaine autonomie. Comme les Turcs de la régence d'Alger, fondaient leur autorité sur leur ottomanisme. Il en résulta une forte stratification socialo-ethnique, disons-le, de type colonial, avec à la tête ces janissaires, autrement dit des Mamelouks, ceux qui sont colonisés, maîtrisés, à la botte des gens, ou plutôt, pour le dire simplement, de simples soldats, comme c'est aujourd'hui exactement sur le schéma ou le schème qui se passe dans cette Algérie actuelle. Donc des Mamelouks ou de simples soldats. Et l'analyse des inventaires après les multiples décès de ces janissaires morts au XVIIIe siècle montrent ainsi que seulement un tout petit chiffre qui ne dépasse pas 1% d'entre eux étaient des indigènes. Et afin de maintenir leur statut, ces Turcs tentèrent de bloquer l'intégration des indigènes au sein de leur élite coloniale. Cette politique, clairement endogamique, fut poursuivie durant toute la période, avec pour but d'éviter la dissolution par mariage dans la masse de la population. Une véritable ségrégation fut alors la règle avec plusieurs statuts concernant les enfants de ces janissaires. Et en haut de l'échelle sociale se trouvaient les fils qu'ils avaient avec les femmes esclaves européennes et qui étaient considérés comme des Turcs à part entière. Tiens,
Et quant au fils des janissaires, donc de ces gens de bas niveau, entre guillemets, et des femmes indigènes, ce qu'on appelle les koulouglis, leur statut était bien évidemment inférieur. Et les koulouglis se révoltèrent, bien évidemment, plusieurs fois contre cette discrimination. Mais à la fin de la période turque, certains réussirent à intégrer la milice et à obtenir de hauts postes administratifs. Ça nous rappelle rien? C'est exactement ce qui se passe avec la caste qui dirige actuellement et la population qui se révolte. Donc au XVIe siècle, en prenant pied dans l'actuelle Algérie, le but des Ottomans était de conquérir le Maroc. Oui, les Ottomans et voulaient conquérir tout simplement le Maroc afin de constituer une base d'attaque contre l'Europe. Plusieurs tentatives d'invasion du Maroc eurent lieu, mais elles furent toutes repoussées. Et en 1550, afin de disposer de forces sur la frontière avec le Maroc, un certain Hassan Pacha, fils de Khayr el-Din Barbaros, donc, fit de Tlemcen un important centre militaire et administratif. Et son successeur, Saleh, de 1552 à 1556, installa une garnison à Biskra, d'où il s'avança dans le Sahara, occupant Tougourt et Ouargla afin de tenter de couper le Maroc du sud saharien et de la boucle du Niger. Déjà à cette époque-là. Et les rapports de la régence ottomane d'Alger et l'Empire furent toujours militairement très étroits. Et ainsi, en 1638, quand la flotte d'Alger obéit à l'ordre du sultan Mourad IV de 1623 à 1640, de le rejoindre dans la guerre contre Venise. Et à la fin du XVIIe siècle, les responsables turcs d'Alger voulurent gagner une plus grande autonomie, mais en 1661, ils renoncèrent car ils avaient besoin de la protection de l'Empire contre les menaces marocaines. Oui, protection de l'Empire contre les menaces marocaines. Et au XVIIIe siècle, les provinces où le Beylek était au nombre de 7. Parmi ces Beylek, ces provinces, donc, il y avait Alger, Constantine, Oran, Mascara, Maskar, Mazouna, Rélizen, Tlemcen et Médéa. Et chaque Beylek était divisé en plusieurs Otan, ayant à leur tête des qaïds dépendant directement du Dey. Un siècle plus tard, à la veille de la conquête française, la régence turque d'Alger n'était plus divisée qu'en 3 Beylek, donc 3 provinces, soumis à l'autorité théorique du Dey d'Alger et dirigé par 3 beys. Il s'agissait du Beylek de Tétéri, dont le chef-lieu était Médéa, du Beylek de Constantine et celui de Mascara, qui devient plus tard celui d'Oran, ou Haran, à partir de 1792, date du départ définitif des Espagnols qui occupèrent la ville jusqu'à cette date. En plus de ces 3 ensembles, et dépendant directement de l'autorité du Dey d'Alger, le Dar Sultan s'étendait à la Métidia et jusqu'à l'Atlas Blédéa. Dans les Beylek,
les autorités ou l'autorité centrale étaient théoriquement représentées par des qaïds, nommés par l'administration turque de Turquie, qui avait à sa disposition une force d'intervention, les janissaires, ces gens considérés de basse classe. Et le pouvoir ottoman s'appuyait également sur les tribus dites Marzen. Ah, on y revient, auxquelles était délégué le maintien de l'ordre et la levée de l'impôt. Donc ce Marzen s'y trouvait sur ce territoire. Oui, sur ce territoire dont on discute actuellement, qui est justement cette Algérie-là, qui n'existait pas à cette époque-là. Et pour appuyer ces dernières, des postes, ce qu'on appelle les borges, furent créés comme lesquels étaient casernés de ces janissaires turcs, donc des soldats. Et durant la période ottomane, les révoltes berbères, peuples ou tribus qui étaient sur le territoire bien auparavant, furent continuelles. Cependant, ces tribus ne mirent pas en danger la présence turque, car à aucun moment elles ne furent animées par un sentiment pré-national algérien. Donc des autochtones, de véritables autochtones, n'étaient pas animés par un sentiment pré-national algérien. Et voilà, chers amis, ce qui est advenu de cette Algérie pour qu'elle soit arrivée à un tel état dépourvu de tout sens à la recherche d'une quelconque identité, égarée à jamais. Et justement, c'est pour cela que l'histoire nous justifie amplement que cette inexistante Algérie n'a jamais subsisté et ne subsistera certainement pas tant qu'elle sera accaparée par ces janissaires, j'allais dire, envahisseurs ou envoyous mercenaires tout simplement, venus d'on ne sait quelle autre planète. Et le peuple appartenant à cette pauvre Algérie-là n'est décidément pas prêt de s'en sortir de ce marasme de sitôt. Et voilà donc, chers amis, brièvement ce qui prend fin ou qui donne fin à notre entrevue de ce jour, tout en prenant congé de vous et en refermant cette séquence d'aujourd'hui, tout en espérant vous retrouver bientôt, bien évidemment, avec un immense plaisir à travers toujours votre ce qui fait débat ou ce qui fait tout simplement discussion entre nous à chaque fois. En tout cas, un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience, mais surtout un merci de votre participation, de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Mais ne nous oubliez pas de nous aider réciproquement, mutuellement, et d'aider votre chaîne Bled Maghribia en vous y abonnant, de faire abonner tous vos proches, connaissances et partout où vous êtes, afin d'être informés le plus rapidement possible et de partager autour de vous toutes les séquences de vidéos de votre chaîne. Et pour ma part, je vous dis au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.